Yo, je vous avoue qu'en ces temps de confinement, je suis un petit peu en manque de voyage. Je suis sûr que je suis pas le seul. Je me suis dit que ça pourrait être cool de faire un nouveau concept et d'emmener les gens avec moi dans des lieux ou des pays que j'ai pu visiter. Donc l'idée c'est de vous présenter 5 conseils / anecdotes que j'ai pu vivre dans ces lieux et peut-être donner l'envie à certains d'entre vous d'aller découvrir par vous-même ces endroits ou alors simplement de voyager à travers ces vidéos. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai aussi mon petit coup de cœur personnel. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous emmener en Andalousie, cette région tout au sud de l'Espagne dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans une précédente vidéo. J'ai eu la chance de vivre à Séville, la capitale de l'Andalousie, pendant plusieurs mois et donc de me balader un peu partout dans cette région. La première chose à savoir sur l'Andalousie, c'est qu'il y fait chaud. Très très chaud. Moi j'y étais entre juin et septembre, donc vraiment genre le pire du pire. Pour te dire, sur certaines places publiques, il y a même des thermomètres dans la rue, et quand tu te rends compte qu'il est 1 h du matin et qu'il fait encore 40 degrés, tu te dis qu'il y a un problème. Donc je te laisse imaginer ce que c'est durant le reste de la journée, et c'est là qu'on comprend pourquoi la sieste est un truc si important là-bas. Et maintenant que tout ça est dit, mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures, libérer les couloirs de sécurité, et bon voyage. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de Al-Andalus. Et forcément, en Andalousie, il reste encore beaucoup de vestiges de cette civilisation. Donc ce sera mon conseil numéro 1. Conseil numéro 1. J'avais déjà parlé de la Mesquita de Cordoba, reconnaissable à ses piliers blancs et rouges. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'était un temple romain qui a été détruit pour construire une église, qui a ensuite été détruit pour construire la mosquée, qui a ensuite été modifié pour reconstruire une église, enfin une cathédrale. Et à peu près tous les lieux de culte que vous aurez l'occasion de visiter en Andalousie ont à peu près la même histoire. Ça donne souvent des mélanges d'architecture assez intéressants. Mais si le minaret de la Mesquita a été détruit à l'arrivée des chrétiens, ce n'est pas le cas de celui de la cathédrale de Séville. Cette tour qui s'appelle la Giralda est bien sûr aujourd'hui considérée comme un clocher, mais son style, lui, n'a pas changé. La Giralda est haute de 105 mètres, ce qui en fait le point de vue le plus haut de la ville. Moyennant quelques euros, vous pourrez monter à son sommet, mais attention, pas par les escaliers. La spécificité de la Giralda, c'est qu'on y monte par des plans inclinés qui montent en colimaçon tout au long de la tour. Et la raison à ça est très simple. Vous vous rappelez qu'avant c'était un minaret, et que dans un minaret, il faut un muezzin qui monte 5 fois par jour pour faire l'appel à la prière. Le muezzin de l'époque étant assez vieux, il a demandé à ce qu'on construise ces plans inclinés pour pouvoir monter à dos d'âne. Bah oui, il a raison. Bon, les mosquées et les minarets c'est bien beau, mais l'endroit qui renferme les plus grands trésors sur l'histoire d'Al-Andalus se trouve à l'Alhambra de Grenade. Grenade, c'est l'endroit qui est resté le plus longtemps sous le contrôle des musulmans, presque 200 ans que le reste de l'Andalousie quand même, ce qui a permis de développer une culture et des traditions bien spécifiques à cette petite région. Je vous jure, il y a des endroits où on pourrait se croire dans la plus pure tradition espagnole, et juste à côté une ruelle où on se croirait dans les souks de Casablanca. Mais revenons à l'Alhambra. C'est un énorme complexe qui regroupe des jardins, des palais et même une caserne militaire extrêmement bien conservée. Si vous voulez visiter l'Alhambra au complet, je vous conseille soit de le faire sur 2 jours, soit de vous lever très tôt le matin. Mais vraiment ça vaut la peine, tout est magnifique, les détails, les couleurs... Les gars se mettaient bien, quoi. Mais bon, assez parlé de vieux cailloux. Si vous voulez vraiment vous plonger au sens propre dans la culture d'Al-Andalus, je vous conseille de tester les bains arabes. À l'époque, les bains étaient placés à l'entrée des villes pour que les voyageurs qui arrivent puissent se laver et ne pas transmettre de maladies. Moi, je pense qu'on devrait rétablir ça. Aujourd'hui, ce sont plus des centres thermaux, mais avec une touche orientale qui change tout. Et je peux vous dire qu'après une journée de marche dans l'Alhambra, y a rien de mieux. Bon, alors Al-Andalus a laissé de magnifiques témoignages de son histoire, mais je vous rappelle qu'avant eux, il y a eu d'autres civilisations, dont les Romains. C'est parti pour le conseil numéro 2. Conseil numéro 2. Alors il y a 2 sites romains qui moi m'ont particulièrement marqué. Le premier s'appelle Italica. Et celui-là, je suis sûr que vous l'avez presque tous vu au moins une fois. En fait, Italica, ça se trouve à environ 40 minutes de bus du centre de Séville. Et le lieu est surtout connu pour son arène romaine extrêmement bien conservée. Tu sais, on voit même le dessous, là où il y avait des ascenseurs pour faire monter les tigres et les gladiateurs. Et si j'ai dit que je pensais que vous l'aviez déjà tous vu au moins une fois, c'est parce que ça a servi de lieu de tournage pour quelques épisodes de Game of Thrones. Et petite anecdote personnelle, si vous voulez y aller, informez-vous bien à l'avance des horaires d'ouverture. Parce que moi, il m'a fallu faire l'aller-retour 3 fois pour pouvoir le visiter. Et j'ai jamais trouvé aucune info qui indiquait que c'était fermé. Ouais, j'ai le seum, ouais. Et le deuxième site dont je voulais vous parler se trouve à Bologna. Bologna, c'est un site archéologique qui se trouve en bord de mer, avec une petite plage, quelques dunes de sable... Enfin déjà, un petit charme qui est pas dégueu, quoi.
Moi, ce que j'ai particulièrement adoré, c'est qu'on y a retrouvé des ruines romaines, mais genre des ruines de toute la ville. La place marchande, le théâtre, les maisons, les aqueducs et tout le reste. Un genre de mini Pompéi, quoi. Et c'est vraiment trop cool de pouvoir juste se balader entre ces bâtiments et de pouvoir se sentir un petit peu comme un romain de l'époque. Bon voilà, là j'ai vraiment fini avec la partie historique et je vous propose tout de suite de passer au conseil numéro 3. Conseil numéro 3. Oui, parce que l'Andalousie, c'est pas seulement des villes, mais c'est aussi une nature un peu plus riche que ce qu'on pourrait croire. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, en Andalousie, il fait chaud. Il y a beaucoup de soleil, mais ça n'empêche pas que la majorité du territoire est recouvert par l'agriculture. Il y a notamment beaucoup de cultures d'oliviers, et d'ailleurs je reviendrai un petit peu plus tard sur la passion des Andalous pour l'huile d'olive. Cela n'empêche pas non plus l'Andalousie d'avoir plusieurs parcs naturels, qui recouvre à peu près 1/5 de son territoire. Les parcs naturels, c'est souvent des endroits où il y a des sources d'eau et où donc la végétation est un peu plus dense et où on trouve plus d'animaux. C'est des endroits idéaux pour les amoureux du camping et pour ceux qui veulent fuir la chaleur étouffante des villes. Le parc naturel le plus connu d'Andalousie s'appelle la Sierra Nevada. Nevada veut dire enneigé, et donc oui, c'est un parc où il y a de la neige et même une station de ski. Moi aussi, j'ai pas trop compris quand on m'a dit la première fois. Personnellement, j'y suis pas allé, mais au moins maintenant tu sais que si t'es en Andalousie en hiver et que tu veux faire du ski, c'est possible. Mais quittons un peu les plaines pour nous rapprocher des côtes et parlons plage. Alors pour les plages, il y a deux endroits dont j'aimerais vous parler, et je dois dire que les deux sont assez différents. La première se trouve dans la ville de Cadix, qui est l'une des plus anciennes villes d'Europe. Donc je vous laisse imaginer l'histoire qu'il y a là derrière aussi. Il y a donc une très grande plage qui se trouve en bordure de ville, et c'est plutôt un endroit que je conseillerais pour les personnes qui ont envie de pouvoir profiter de tous les avantages qu'on peut trouver dans des villes, ou de faire moitié plage, moitié visite culturelle. L'autre plage que je voulais vous conseiller se trouve à Tarifa. Et là c'est un peu tout l'inverse de Cadix. C'est le repère par excellence des surfeurs et des amoureux des sports nautiques. En fait, Tarifa, c'est la ville qui se trouve le plus au sud de l'Espagne et qui marque en gros la frontière entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Ce qui fait qu'il y a des conditions climatiques un peu particulières et notamment beaucoup de vent. Donc on y trouve énormément de kitesurfers, de planches à voile et de surf. D'ailleurs, j'ai des amis qui viennent d'ouvrir une guest house à Tarifa. Comme un peu de publicité n'a jamais fait de mal à personne, je vous mets le lien de leur site internet dans la description. Bon, maintenant vous savez quoi visiter, vous savez sur quelle plage allez vous détendre, mais si on parlait maintenant un peu des choses sérieuses et que dans le conseil numéro 4, on parlait nourriture. Conseil numéro 4. Oui, parce qu'il faut quand même dire qu'en Andalousie, on mange très bien. Le premier truc qu'il faut savoir sur la cuisine andalouse, c'est qu'ils utilisent beaucoup, mais alors beaucoup d'huile d'olive. Un jour, je suis allé prendre le petit déjeuner chez des amis de Séville et ils ont voulu me cuisiner juste des œufs au plat et quelques saucisses. Et je vous jure que pour faire cuire tout ça, ils ont utilisé une demi-bouteille d'huile d'olive. Alors c'est très bon, hein, mais faut pas s'étonner après que le 6-pack devienne un 1-pack. Sinon, ce qu'il faut absolument tester et qu'on trouve dans tous les cafés, c'est les tostadas. C'est simplement un bout de pain toasté avec une purée de tomates, une tranche de jambon et bien sûr son petit filet d'huile d'olive. Ah, avec un bon café, rien de mieux pour commencer la journée. Pour les gens qui préfèrent le sucré au petit déjeuner, on trouve aussi, mais comme dans plusieurs autres régions d'Espagne, des kiosques à churros. Les churros sont servis avec une sauce au chocolat très épaisse et franchement, c'est délicieux. Mais là encore, hein, 6-pack to 1-pack. Ah oui, est-ce que j'ai oublié de dire par rapport à l'Andalousie, c'est que si vous y allez, il va bien sûr falloir vous adapter aux horaires. Parce que les horaires sont un peu décalés par rapport à ceux de chez nous, toujours rapport à la chaleur, vous vous rappelez. Et donc c'est la même chose pour les horaires des repas. Les Andalous commencent généralement à travailler vers 9 h du matin, puis ils prennent leur pause en milieu de journée vers 13-14 h, et enfin ils vont manger le soir vers les 22 h. Et pour être honnête, ça va être assez compliqué de trouver des restaurants qui sont ouverts en dehors de ces horaires. Le restaurant typique d'Andalousie, c'est un peu comme un pub où on peut boire et manger, mais où l'intérieur est assez petit et où la partie principale se trouve sur la terrasse. La star des plats, c'est bien évidemment les tapas. On passe généralement une commande commune pour toute la table, et après, c'est à la bonne franquette. À l'origine, les tapas a été inventé pour que les gens aient des petites bouchées à manger pour atténuer les effets de l'alcool. Aujourd'hui, il y en a mille et une sortes, des fois c'est juste un produit brut, des fois c'est quelque chose d'un peu plus cuisiné. Ça peut être de la viande, du poisson, du fromage, des légumes, cuits, crus, frits, et j'en passe. Avant de partir en Andalousie, j'avais entendu parler d'une tradition qui disait que quand on allait commander une boisson dans un bar, on recevait un tapas gratuitement avec. Eh bien, je peux vous dire que c'est absolument faux. Ça s'est fait à une époque, mais maintenant avec le nombre de touristes, les restaurants ne peuvent plus se le permettre. Par contre, ça m'est quand même arrivé une fois dans un petit restaurant à Grenade, donc avec un peu de chance, ça pourrait vous arriver aussi. Ah oui, il faut quand même que je vous parle du tapas le plus original que j'ai mangé. Entre mai et juin, les Andalous raffolent d'escargots. Mais attention, c'est pas les escargots que tu vois en France, hein, non. C'est des tout petits qui se mangent en mode pistache. Et comment parler de la cuisine andalouse sans parler du gazpacho et de sa forme dérivée, le salmorejo. C'est une soupe de tomates mélangée avec du pain, et je reviens sur la chaleur, mais quand on te le sert en plein cagnard avec des glaçons,
Qu'est-ce que ça passe bien. Bon, et pour accompagner toute cette nourriture, faut bien boire un petit coup. Alors je dois vous avouer que moi le premier truc qui m'a marqué, c'est quand tu commandes une bière. Le serveur il va te ramener un petit verre comme ça de 20 centilitres. Alors moi forcément j'ai une première réaction d'homme des cavernes, mais moi je voulais une chope, et forcément tu te rends compte très vite que c'est toi le con dans l'histoire. Parce que ton petit verre, ils te le servent glacé, et que du coup, ta bière, elle va rester fraîche tout le temps. Comme le verre coûte autour d'1 €, tu te fais pas arnaquer, il faudra juste que tu appelles le serveur plus souvent. Et d'ailleurs, parlons-en des serveurs. Parce que si tu penses que tu peux venir t'asseoir au restaurant et attendre qu'ils viennent prendre ta commande, c'est simple, tu mangeras jamais. C'est à toi de l'appeler, et au contraire, plus tu parleras fort, plus tu feras des grands gestes, plus vite tu seras servi. Sinon, l'Andalousie possède aussi quelques bons vins, mais c'est vrai qu'ils ont la fâcheuse tendance de le mélanger avec du coca ou de la limonade citron. Et c'est très répandu, vin plus limonade citron, ça s'appelle un Tinto de Verano, et vous en trouverez dans tous les bars. Et franchement, je dois dire que c'est pas mauvais. Bon, de toute façon, vous avez compris, dès qu'il y a une boisson où on peut mettre 2-3 glaçons dedans et que ça te permet de te rafraîchir, ça passe. Maintenant qu'on est rassasié, on va pouvoir passer au dernier conseil, et on va parler de la ville qui accueille le plus de touristes en Andalousie, on va parler de Séville. Conseil numéro 5. Alors à Séville, bien sûr, il y a des lieux incontournables à visiter. Je vous parlais tout à l'heure de la Giralda, cette grande tour qui était avant un minaret. Et bien sous la Giralda, il y a la cathédrale de Séville. Et dans cette cathédrale, on peut trouver une curiosité assez intéressante, la tombe d'un certain Christophe Colomb. Oui, parce que Christophe Colomb, il est parti de Séville pour aller découvrir les Amériques. Par contre, j'ai dit que c'était sa tombe, mais j'ai pas dit qu'il y avait son corps. Je m'explique. Christophe Colomb, il est mort en Espagne, mais il a demandé à ce que ses restes soient enterrés en République dominicaine, dans les Caraïbes. Son corps sera d'abord rapatrié à Séville, puis traversera l'Atlantique pour aller jusqu'en République dominicaine. Il y restera jusqu'à ce que les Espagnols perdent le contrôle de l'île, fera un petit passage par Cuba, puis sera rapatrié une nouvelle fois à Séville. Même après sa mort, le gars a continué à voyager entre les deux continents. Des tests ADN effectués sur des ossements conservés dans la cathédrale de Séville prouvent qu'il s'agit bien de restes de Christophe Colomb, mais la grande partie de son corps serait toujours enterrée quelque part en République dominicaine. Et comment on peut parler de Séville sans parler de sa majestueuse place d'Espagne? Cette place a été construite en 1929 pour une exposition qui devait permettre de mettre en valeur l'Espagne et les différents pays d'Amérique latine. Elle est aussi connue pour avoir été l'un des lieux de tournage de Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Oui, c'est bien un palais de Naboo que tu es en train de regarder. Et bien sûr, Séville, c'est aussi son magnifique palais de l'Alcazar. C'est un gigantesque palais avec un grand jardin qui à la base a été construit par les musulmans. Et pour la petite anecdote, le premier étage est fermé au public parce qu'il appartient tout simplement à la famille royale d'Espagne. C'est aussi là qu'ont été tournées les images du palais de Dorne dans la série Game of Thrones. Bref, un palais royal au sens propre. Maintenant, pour ce qui concerne les sorties et les restaurants à Séville, je dirais que c'est une ville où faut vraiment pas hésiter à se perdre dans les mille et une ruelles qui la composent. À tous les coins de rue, on peut tomber sur un petit restaurant ou un petit bar typique avec ses propres spécialités. Mais je vous conseillerais quand même de passer au moins une soirée sur la Plaza Alameda. C'est une grande place entourée de bars et de bistrots et où l'ambiance est garantie. Et puis dernière chose, si vous allez à Séville durant le mois d'avril, vous aurez la grande chance de tomber pendant la période de la feria. La feria, c'est une grande fête traditionnelle qui date de 1846 et à laquelle toute la ville participe. Plus de 1000 petites tentes, qu'on appelle des casetas, sont installées sur une grande place pour recréer comme un petit village dans la ville, et les gens y passent une semaine à boire, manger et danser le flamenco. Et ce qui donne tout son charme à cette fête, c'est qu'au niveau vestimentaire, c'est robe de flamenca obligatoire pour les femmes et costard-cravate pour les hommes. N'espérez pas rentrer à la feria sans ça, que vous soyez touriste ou local. Bon, le petit point négatif, c'est que même s'il y a des casetas publiques, la plupart d'entre elles sont privées, et donc il faut connaître des gens pour pouvoir y rentrer. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de tout ce qui m'a plu en Andalousie. Enfin, pas tout à fait. Il me reste encore mon petit coup de cœur, la ville de Ronda. Ronda, c'est une petite ville fortifiée qui a été construite sur 2 collines, mais ce qui en fait sa particularité, c'est son impressionnant pont qui a été construit pour relier les 2 parties de la ville. Alors il n'y a pas grand chose à y faire, mais ça vaut vraiment la peine d'y aller une journée pour se balader et admirer les magnifiques vues. Bon voilà, j'espère que ce voyage en Andalousie vous aura plu. Alors bien sûr, cette liste, elle ne comprend que les choses que moi j'ai faites et qui m'ont marqué, mais il y aura encore 1000 choses à dire sur l'Andalousie. J'espère en tout cas que ça vous aura donné envie d'aller découvrir cette région ensoleillée du sud de l'Espagne, mais alors très ensoleillée. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Ciao!